Donc, comme Christine, je vais aussi commencer par commenter quelques expressions de mon titre, La fabrique du panthéon mathématique de l'époque newtonienne. Deux remarques donc peut-être sur le panthéon mathématique. Donc je n'ai pas besoin de rappeler ici l'inscription du panthéon et que je détournerai légèrement pour dire aux grands hommes, la communauté mathématique reconnaissante, mais cette expression ici renvoie tout simplement à une reconnaissance posthume, une inscription d'un mathématicien dans la mémoire collective des mathématiciens. Parmi ceux du tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, Newton occupe évidemment une place prépondérante qui est manifeste par la caractérisation de l'époque, donc l'époque tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, que j'ai appelée, et je ne suis pas la seule à le faire, l'époque newtonienne. Donc si cette époque est nommée d'après Newton, c'est que ce personnage doit mériter une place de choix dans le panthéon des mathématiciens. Ce n'est cependant pas la reconstruction de ce phénomène qui est mon propos aujourd'hui. D'autres s'y sont employés, plus ou moins brillamment, comme par exemple Patricia Farah dans son Newton, The Making of Genius, qui est apparu en 2002. Moi, je ne vais pas trop me pencher sur Newton, mais sur un personnage beaucoup moins connu que Newton, bien qu'il ait publié la même année que Newton, en 1687, un livre qui, certes, a eu beaucoup moins de succès que les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Newton. C'est un projet de mécanique, une statique, qui a toutefois assuré à Pierre Varignon, c'est de lui qu'il s'agit, une place dans l'histoire de la mécanique. Alors, Pierre Varignon est un mathématicien un peu obscur, quasiment inconnu, j'ai oublié d'avancer, voilà, un mathématicien relativement obscur, quasiment inconnu en 1948, donc l'âge de création du séminaire, mais qui a bénéficié depuis quelques décennies d'une attention renforcée. La place qu'on lui accorde dans le panthéon mathématique en a été profondément modifiée. Et mon intervention d'aujourd'hui s'est donnée comme but de reconstruire la manière dont ce mathématicien a été perçu et de montrer comment et dans quel cadre l'appréciation des historiens a changé au cours des derniers 70 ans. Nous pourrons alors discuter la question qui nous a été posée. S'agit-il d'un résultat en histoire des mathématiques? Si oui, quel problème a-t-il permis de résoudre? Donc, si j'ai choisi de vous parler de Varignon, c'est aussi parce qu'il m'accompagne depuis le début, pas depuis 1977, mais depuis le début des années 90, et que je suis en train d'achever, tout arrive, même 30 ans après, l'édition de la correspondance de Pierre Varignon avec Jean-1 Bernoulli, que j'avais jadis commencé avec Pierre Costabel. Mais surtout, si j'ai choisi de lui parler, c'est que je me suis sentie interpellée par un article de Mordechai Feingold, par historien des sciences de cette époque, paru dans Isis en 2010, un article qui critique férocement un ouvrage paru en 2008, The Newton Wars and the Beginning of the French Enlightenment, dont l'auteur est J.B. Schenck, qui depuis a sorti un deuxième ouvrage intitulé Before Voltaire, où il se propose rien moins que de détrôner Newton et d'attribuer à Pierre Varignon et au cercle des malbranchistes auquel il a appartenu la création de la mécanique analytique. Feingold termine son essay review The War on Newton par l'appel suivant. On doit réfléchir aux effets des tendances de la mode sur l'érudition et se demander pourquoi aucun de ceux qui auraient dû mieux savoir
n'a pris la parole. Alors, c'est certainement pas à moi qu'il s'adressait, mais plutôt, je suppose, à Michel Blais et à Guicciardini. N'empêche que je me suis dit que j'allais le prendre au mot et essayer de prendre la parole concernant ce livre. Mais d'abord, je pense que tout le monde ne sait pas forcément qui est Pierre Varignon. Donc voilà la question que je vous ai mise en anglais, je vous l'ai déjà dit. Donc qui est Pierre Varignon? Donc voici quelques éléments de sa vie. Il est né en 1654 à Caen d'un père entrepreneur de maçonnerie. Il fut tonsuré à 22 ans, donc il est entré en religion en 1676 pour pouvoir faire des études à la faculté des arts à l'université de Caen et qu'il a quitté en septembre 1682 et il a été installé comme prêtre dans une paroisse à Caen la même année, en 1682. À l'université de Caen, il s'était lié à un condisciple, Charles-Irénée de Saint-Pierre, qui lui offrit généreusement en 1686 de s'installer à Paris en partageant son logis au Faubourg Saint-Jacques et ses rentes. Donc il mettait à la disposition de Varignon une rente d'à peu près 300 livres, ce qui permettait à Varignon de vivre à Paris à l'époque. Dès 1688, donc un an après la publication de son projet d'une nouvelle mécanique, Varignon fut nommé géomètre à l'Académie royale des sciences et au Collège Mazarin comme premier titulaire de la chaire de mathématiques nouvellement créée. Donc, en 1704, Jean-Baptiste Duhamel lui céda sa chaire de philosophie grecque et latine au Collège royal, où il enseigna la philosophie naturelle et les mathématiques jusqu'à la veille de son décès, le 23 décembre 1722, où on le trouva mort, étendu, tout habillé sur son lit, et il fut inhumé sous la coupole de ce qui est aujourd'hui l'Institut de France. Voilà en gros les faits de la vie de Pierre Varignon. Donc, entré à l'Académie royale des sciences à un moment où les sciences mathématiques y étaient assez faiblement représentées après le départ de Huygens, Varignon est devenu une autorité pour ses pairs et au-delà, comme en témoigne par exemple sa présence extrêmement forte dans les articles du Journal des savants, mais aussi sa proximité avec Fontenelle, qui était normand comme lui, ou avec l'influent Jérôme Bignon, qui le nomme dans des commissions, lui confie le rôle de censeur et souvent de conseil. Au début du XIXe siècle, Lagrange lui a rendu hommage, puis sa mémoire s'est estampée jusqu'au milieu du XXe siècle, quand les historiens des mathématiques ont commencé à s'intéresser à lui. C'est en effet il y a 70 ans qu'on a commencé à étudier ce personnage, même si Bossuet et Montucla le mentionnent dans leurs histoires des mathématiques. Et on peut se poser la question, dans quel cadre l'intérêt pour Varignon a-t-il été ravivé donc en 1948 ? Eh bien, ce cadre, c'est celui de l'édition des œuvres complètes et des correspondances du mathématicien bâlois Jean I Bernoulli, dont Varignon était non seulement un correspondant, mais un ami très fidèle et très proche. Dans les années 1930, le Bâlois Otto Spies a lancé à Bâle le projet d'éditer le commerce épistolaire de tous les mathématiciens Bernoulli, mais en particulier celui de Jean I Bernoulli avec Varignon, et il a confié cette tâche d'éditeur à un historien des mathématiques, je pense dont vous n'avez sans doute pratiquement jamais entendu parler ici, Joachim Otto Fleckenstein, qui est un auteur d'un premier article qui a paru dans une revue alors toute jeune, les Archives internationales des sciences, donc dans le numéro 2 des Archives internationales des sciences, donc cette revue est née en 1947, et donc il y a sensiblement le même âge que le séminaire dont nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte
l'article de Fleckenstein. Donc, voici. Donc, c'est un article en allemand, une langue qui ne se lit plus beaucoup, surtout outre-Atlantique. Donc, Fleckenstein commence par caractériser l'époque dans laquelle Varignon vit. Et donc je vous ai mis les citations dans la langue originale et je vous les ai traduites. Donc, il caractérise l'époque dans laquelle vit Varignon comme celle, donc, où je cite, où la philosophie cartésienne de la nature commence en France à être remplacée par le système newtonien du monde. Ou encore, très jolie expression, je trouve, il parle d'interrègne des mathématiques françaises entre l'époque héroïque des Descartes, Fermat, Pascal et celle des génies, entre guillemets, des Clairaut, d'Alembert et Lagrange de l'époque newtonienne. Donc, dans cette époque, donc ainsi caractérisée, Varignon représente, dit-il, certes, la tête des géomètres de France. C'est ainsi que Fontenelle parlait de Varignon dans son éloge, mais il faut tenir compte de ce que les activités de Varignon se situent dans ce temps intermédiaire des épigones. Donc, on a deux grandes époques dans l'histoire des mathématiques françaises, celle des Descartes, Pascal, etc., et ensuite l'époque newtonienne avec les Clairaut, d'Alembert, Lagrange. Et donc, Varignon, certes, est un très bon géomètre, à la tête des géomètres de France, mais dans une époque que Fleckenstein valut très peu. Donc, ces citations évoquent immédiatement une historiographie intéressée par les mathématiciens de premier rang, les génies, même s'ils sont entre guillemets, les héros, et présentant des savants normaux, le concept kuhnien qui, à mon sens, s'applique parfaitement à Pierre Varignon, comme des épigones. Donc les mathématiciens normaux qui font leur boulot, enseignent, démontrent des petits théorèmes, réfléchissent aux mathématiques, ils sont considérés comme des épigones qui s'approprient les travaux des grands, les étendent, les éclaircissent et les transmettent, mais sans résoudre aucun des grands problèmes de leur temps. Elle teinte aussi l'appréciation formulée par Fleckenstein de la place de Varignon dans l'histoire des mathématiques. Donc plus à son époque, mais maintenant dans l'histoire des mathématiques. Alors voici ce que dit Fleckenstein. Comme professeur au Collège Mazarin et membre de l'Académie de Paris, Varignon a occupé une position de premier plan et sa correspondance avec les plus grands mathématiciens de son temps, tels que Leibniz, Newton et Johann Bernoulli, a progressivement fait évoluer celle-ci en une position clé pour les mathématiciens français. Elle lui a valu, en même temps que sa nature liante et conciliante, une grande estime, mais cette position excellente dans l'âge des épigones, qui était celui des mathématiques françaises au tournant du XVIIe siècle, ne signifie pas encore un premier rôle dans l'histoire des mathématiques, quels que soient les mérites que Varignon a acquis au service des sciences mathématiques. Fleckenstein divise son article en trois parties. Dans la première, il analyse les contributions de Varignon à la statique et à la dynamique. La deuxième est consacrée à la géométrie. Et la troisième, à la nouvelle analyse de l'infini, celle de Leibniz. Seul mathématicien français a appliqué systématiquement le calcul leibnizien à la mécanique galiléo-newtonienne. Varignon applique ce calcul au problème de la dynamique newtonienne, sans cependant renoncer à la notion cartésienne de force, ce qui se vérifie partout quand on lit effectivement l'œuvre de Varignon. Fleckenstein renvoie en particulier à la nouvelle mécanique de Varignon, qui a apparu à titre posthume sous le titre Nouvelle mécanique, dont le projet a paru en 1687. Donc entre les deux éditions de cette mécanique, il y a toute la vie de Varignon. Et même dans cette édition posthume de 1725, on retrouve encore la définition cartésienne de la force, donc produit de la masse par la vitesse.
Fleckenstein note la distance entre les travaux dynamiques de Varignon et les travaux statiques. Ces derniers, les travaux statiques, tout en reposant sur ce qu'il considère une fausse notion de force, témoignent, d'après Fleckenstein toujours, d'une grande rigueur méthodologique, alors que les mémoires de dynamique, bien qu'utilisant formellement le concept newtonien de force, ont un caractère de compilation et n'occupent dans l'histoire des sciences mathématiques qu'une place équivalente à celle réservée aux manuels. Il caractérise ces mémoires analytico-dynamiques sur les forces centrales, puisque c'est de cela qu'il s'agit, comme on va le voir, comme, et là encore je trouve l'expression très jolie, comme une algèbre cartésienne de la dynamique. Donc Varignon aurait fait une algèbre cartésienne de la dynamique. Donc concernant la dynamique, Varignon ne s'intéresse qu'aux forces centrales agissant sur un point. En dynamique, l'essentiel de son travail est sur les forces centrales, sujet très compliqué au demeurant à l'époque. Sous la plume du cartésien Varignon, le problème des forces centrales newtoniennes de la mécanique céleste, nous dit toujours Fleckenstein, se transforme en un problème géométrico-cinématique. Varignon laisse de côté toutes les considérations physiques et justifie les lois newtoniennes par la simplicité de leur forme. Ainsi, il déduit l'expression de la force pour les diverses théories astronomiques, donc pas seulement pour les ellipses de Kepler qui entraînent la satisfaction de la loi des airs, mais aussi pour d'autres lois, par exemple celle de Cassini, celle de Seth Ward en Angleterre. Donc pour toutes ces différentes l'ovale de Cassini, par exemple, qui ne satisfait pas la loi des airs, Varignon calcule une expression exprimant les forces centrales. Donc, pour lui, tout le côté physique n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement de faire des calculs mathématiques et pas d'appliquer le calcul leibnizien à des situations diverses et variées et pas de comprendre le système du monde, la marche des planètes, etc. Fleckenstein dénie toute originalité à Varignon. Celui-ci n'a pas toujours été capable de surmonter certaines difficultés conceptuelles, mais il lui reconnaît un rôle de pionnier qui a le mérite de s'approprier un des premiers, le territoire nouveau découvert par Galilée et Newton. Pour l'essentiel, dit-il, Varignon, je le cite, s'est contenté tout au long de ses longs mémoires de traduire les résultats de la dynamique galiléo-newtonienne dans le langage de l'analyse moderne qu'il avait appris auprès des Bernoulli. Concernant le rôle dans la diffusion en France du calcul leibnizien, Fleckenstein utilise notamment la correspondance, alors encore inédite, de Varignon avec Jean Bernoulli, mais il présente aussi la querelle qui a agité au tournant du siècle l'Académie des sciences sur le bien fondé de l'analyse leibnizienne, récemment réanalysée par Sandra Bella dans sa thèse, et il souligne l'engagement de Varignon en faveur de cette analyse leibnizienne. Fleckenstein est parmi les premiers à reconnaître l'action de Nicolas Malebranche en faveur des idées leibniziennes et il présente le philosophe comme la porte, je ne sais pas si je vous ai mis l'allemand, comme la... je ne vous ai pas mis plein de mais enfin de toute façon je les ai dit. Donc comme la porte d'entrée pour les idées leibniziennes dans la France cartésienne. Donc, je vous ai mis nicht nur ideengeschichtlich, sondern auch faktisch war Malebranche das Einfallstor für die Leibnizischen Ideen in das cartésianische Frankreich. Il souligne dans la suite deux paradoxes. Bien que Varignon a toujours adhéré à la notion aristotélicienne et cartésienne de la force, donc F est égal à mv, Varignon a reformulé la dynamique newtonienne en termes de calcul leibnizien. Et deuxième paradoxe, bien qu'interprétant les différences de Leibniz comme des infiniment petits
actuelles, donc des étendues toutes petites. Il défend le calcul, donc il n'a pas vraiment compris, ce qui sous-entend Fleckenstein, il n'a pas vraiment compris le calcul leibnizien, mais il le défend à l'Académie. Et en conclusion de son étude très exhaustive de Varignon, Fleckenstein dit qu'il voit en lui un important nœud du point de l'histoire des idées dans lequel de multiples influences se chevauchent. Et il clôt son analyse avec cette citation « Son efficience est donc le résultat de diverses impulsions. L'impulsion cartésienne originale était de refonder la statique, de dériver méthodiquement nombre de problèmes statiques isolés, les machines simples, d'un seul principe, celui du parallélogramme des forces. Cette impulsion, cependant, a été recouverte plus tard par des influences extérieures, comme le calcul leibnizien et la dynamique newtonienne. Alors, deux remarques, on peut donner... Ah, il y a la photo de Costabel qui n'y est pas. Bon, tant pis. Donc, deux remarques. Notons que Fleckenstein, à ce jour, est le seul historien à tenir compte de toute la production publiée par Varignon. Donc, dans son analyse, il a tenu compte de tous les écrits de Varignon dans les différents domaines, ainsi que de la correspondance de Varignon avec Bernoulli, avec Jean Bernoulli, dont il était à l'époque le seul à disposer. Son jugement relativement équilibré donc, tient compte de l'ensemble des écrits de Varignon, ce qui n'a plus du tout été le cas après. C'est le seul article, c'est pour ça que je me suis un peu étendue. À partir des années 90, les historiens se sont penchés sur une seule série d'articles de Varignon, les articles concernant la dynamique publiés vers 1700 dans les mémoires de l'Académie royale des sciences. Donc, cette remarque est importante, comme on va le voir, puisque l'appréciation de ce personnage dépend aussi des sources qu'on peut utiliser. Et toutes les problématiques discutées dans la suite sont déjà présentes chez Fleckenstein. Alors, pour des raisons dont je ne me souviens pas très bien, mais qui sont liées à la Seconde Guerre mondiale, Fleckenstein était allemand, même s'il travaillait à Bâle, c'était un résistant au nazisme et il n'a pas pu, son sort au début de la guerre n'était pas très clair, donc Otto Spies lui a enlevé le travail d'édition de la correspondance et l'a confié à un autre historien des sciences, Pierre Costabel, qui a donc repris le flambeau vers 1938. Et donc à partir de 1938, Pierre Costabel donc, a réuni une très importante documentation dans le but de rédiger une thèse sur Varignon. Et même si la documentation dont on dispose en partie, en tout cas aujourd'hui au Centre Coiré, donc cette importante documentation n'a abouti qu'à très peu de publications, phénomène qu'on connaît tous relativement bien. Donc, ce qu'il a rédigé, c'est une biographie dans le tome 2 de la correspondance de Jean Bernoulli et des commentaires à cette correspondance. Dans cette biographie, il rappelle que dans l'enseignement de la mécanique classique en France vers 1930, donc quand il a fait ses études, on énonçait encore un théorème qui était dit de Varignon. Le moment de la résultante de deux forces concurrentes est égal à la résultante des moments de ces forces. Cette dénomination qui avait vu au début du 19e siècle dans l'entourage de Lagrange était en train de disparaître à l'époque où Costabel s'exprime et aujourd'hui plus personne ne parle de théorème de Varignon, c'est devenu tout simplement une propriété du calcul vectoriel. Costabel évoque alors la fragilité des références historiques et il dit « l'œuvre de Pierre Varignon
et sans doute de celles de second rang qui perdent avec le temps une importance directe dans la mémoire de la science. Donc, voici Varignon expulsé du panthéon des mathématiciens. Dans une conférence au Palais de la Découverte de 1665, intitulée Pierre, je ne sais pas si j'ai mis Pierre Varignon et la diffusion en France du calcul différentiel et intégral, Costabel le dit encore très peu connu et résume pour le grand public sa vie et son œuvre. Il lui rend hommage en le caractérisant à nouveau comme un partisan résolu et actif de cette diffusion, tout en exprimant un jugement très sévère. Ce n'est pas un grand mathématicien, un personnage secondaire, un savant de classe fort moyenne, un laborieux, avec une manie de la généralisation. Et il cite Charles Bossu dans son Histoire générale des mathématiques jusqu'en 1808. Varignon a joué d'une fort grande célébrité. Il la devait à sa place de professeur au Collège Mazarin et au mérite qu'il avait d'exposer clairement ses idées, quoique son style fût d'ailleurs lâche, incorrect et diffus. Il était foncièrement dépourvu de génie. On ne le voit résoudre aucun des problèmes du temps, mais il était doué d'une excellente mémoire, lisait beaucoup, tournait et retournait les écrits des inventeurs, généralisait leurs méthodes, s'appropriait leurs idées, et quelques élèves prenaient des réminiscences déguisées ou amplifiées pour des découvertes. On lui a principalement pour obligation d'avoir éclairci plusieurs passages du livre des Principia. Donc ça, c'est un jugement début du XIXe siècle extrêmement sévère et qui donc s'est perpétué jusque dans les années 60 dans les écrits de Pierre Costabel. Alors, un des premiers à vraiment prendre au sérieux le travail de Varignon est Ulrich J. Eyton, un historien anglais qui doit rappeler des souvenirs à François de Gand. Et donc, lui, c'est un des premiers qui a vraiment pris au sérieux le travail de Varignon, à nouveau dans le domaine de la dynamique. Et il a publié dans les années 60 une série, et jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs, il est mort en 91, des articles très techniques consacrant une très large place à Varignon. Il s'intéressait surtout à la mécanique céleste et à l'histoire de la mécanique céleste, et je ne vais pas en parler maintenant, mais revenir plus tard au principal apport de son étude de Varignon. Alors, j'en viens maintenant à un de nos contemporains, donc un qui est né la même année que le séminaire, et j'ai nommé Michel Blais, qui a consacré un livre entier à la naissance de la mécanique analytique, la science du mouvement au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, et où Varignon occupe une très 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 large part. Et je vais passer un peu de temps à relire avec vous les thèses de Michel Blais, d'ailleurs les thèses issues d'une thèse académique préparée sous la direction de Jacques Merleau-Ponty, et son livre, donc, qui est issu de cette thèse, apparu en 1992. Blais tente une réhabilitation du travail de Varignon et sa conclusion va tout à fait dans ce sens. Dans un très bref avant-propos, Blais se propose d'analyser la transformation que le calcul différentiel leibnizien publié en 1684 dans les Acta Eruditorum entraîne dans les décennies qui suivent dans le champ conceptuel de la science du mouvement. Donc déjà, on n'est plus seulement, on traduit Newton en termes leibniziens, mais il est déjà question, est-ce que cette traduction a entraîné des transformations dans la science du mouvement? Il pose deux questions. La première, j'ai dû vous les marquer, voilà, comment la conceptualisation différentielle
de la science du mouvement a-t-elle été obtenue? Donc, on va entrer un peu dans le travail de Varignon. Deuxièmement, comment cette conceptualisation différentielle a-t-elle pu favoriser la réorganisation et le développement de la science du mouvement? Alors, c'est dans la deuxième partie de son ouvrage où il confronte les approches leibniziennes et varignoniennes qui lui fournit les matériaux qui permettent de répondre à ces deux questions. Il y interprète le travail de Varignon non pas comme une simple transposition en termes différentiels des concepts et des démarches de la science du mouvement tels qu'ils s'exprimaient précédemment, c'est-à-dire chez Newton, mais comme le résultat d'une véritable reconstruction conceptuelle autour des concepts, il n'a que ce mot à la bouche, concept, conceptuel et conceptualisation, autour des concepts de vitesse dans chaque instant et de force accélératrice à chaque instant que Varignon aurait défini. Donc Varignon aurait montré qu'il était impossible de penser ces concepts efficacement en dehors du calcul différentiel. À la deuxième question, donc celle comment la conceptualisation différentielle a pu favoriser la réorganisation et le développement de la science du mouvement, il répond c'est par la grande généralité des deux concepts donc de vitesse instantanée et de force instantanée mis en place et par l'algorithmisation de la science du mouvement que cette reconstruction a pu avoir lieu, donc généralisation et algorithmisation, puisque grâce à ces algorithmes et grâce à la définition de la vitesse et de la force instantanée, on peut, par le jeu de simples procédures bien réglées de différenciation et d'intégration, déduire l'un de l'autre. Donc, ces réponses sont relativement nuancées. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et avant de conclure la toute fin de son ouvrage, une des dernières phrases, on peut dire que l'œuvre varignonienne, caractérisée par son nouveau style analytique orienté vers l'obtention d'ensembles de lois ou de règles régies par des procédures algorithmiques, aura finalement ouvert la voie à ce qui sera la physique mathématique des XVIIIe et XIXe siècles. Donc un jugement, une appréciation beaucoup plus positive que celle dont j'ai fait état auparavant. Ce jugement repose sur un tout petit ensemble de mémoires lus par Varignon à l'Académie royale des sciences à partir de 1695, date à laquelle Varignon commence à travailler Newton et à s'intéresser aussi aux forces centrales. Donc, si les premiers mémoires n'ont pas été transcrits dans les procès-verbaux ou sont restés inédits, on peut s'interroger pourquoi, une série d'autres a été publiée dans les mémoires de l'Académie royale des sciences pour 1700 et 1701. Ceux-ci n'ont pas seulement été étudiés par Michel Blais, mais aussi par Eyton, à qui j'ai déjà rendu hommage dès les années 60, mais aussi par Domenico Bertoloni Meli à la même époque que Blais, et par Niccolò Guicciardini plus tard, et Michael Mahoney dans un inédit qui a cependant très largement circulé dans le milieu des 17e et 18e. Donc, je vous propose d'entrer un peu dans les détails pour voir qu'est-ce qui fait vraiment réellement Varignon, en suivant d'abord la paraphrase de Blais et ensuite en commentant un peu ce travail. Donc, dans un premier travail donc, intitulé « Règles générales pour toutes sortes de mouvements de vitesse quelconque variés à discrétion », Varignon établit je me rends compte que je n'ai pas, ma chère Christine, on n'a pas pris le bon PowerPoint version. Bon, ben, on va faire avec. C'est comme les grèves des trains. C'est une journée comme ça. Donc, bah, oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui.
Bon, donc c'est pas ce mémoire-là que j'ai analysé, mais donc c'est un autre, donc qui s'appelle, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, que la copie n'était pas là. J'ai mon ordinateur, remarquez, mais on ne va pas perdre plus de temps à... Donc, mémoire générale, donc c'est un mémoire qui, celui-là est un mémoire inédit, mais il fait un peu la même chose. Mais dans le mémoire publié en 1700, donc dans les mémoires de l'Académie royale des sciences, manière générale de déterminer les forces, les vitesses, les espaces et les temps, une seule de ces quatre choses étant donnée dans toutes sortes de mouvements rectilignes variés à discrétion. Donc ça, c'est le titre. Donc dans ce mémoire, Varignon établit deux règles générales qui concerne le mouvement rectiligne sous force centripète. Donc, on a un corps qui se meut dans une trajectoire rectiligne et qui est contraint de rester sur cette trajectoire rectiligne par une force dite centrale qui est dirigée vers un centre. Et donc, cette force le contraint à rester, à décrire une ligne droite. Et donc, Varignon établit deux règles générales qui doivent lui permettre d'en déduire par les règles du calcul différentiel et intégral l'intensité de cette force centrale qui contraint le corps à décrire une trajectoire rectiligne. Donc, il se donne, et ça on peut encore le lire ici, il se donne les différentes variables qui entrent en jeu et il les matérialise. Ils matérialisent leur rapport à l'aide d'un diagramme que j'avais mis sur voilà, un diapositive, mais que vous ne verrez pas, et donc qui matérialise les rapports à l'aide d'un diagramme, par exemple la vitesse en fonction du temps, l'espace en fonction du temps, etc. Et ensuite, il introduit ces différentes variables, le temps employé à parcourir... non, d'abord, l'espace parcouru par un corps quelconque, mu comme on l'en voudra, le long de cette trajectoire AC. Et cet espace parcouru, il le nomme x. Le temps employé à le parcourir, qu'il appelle le temps t. La vitesse de ce corps en chaque point de la trajectoire, qu'il appelle v. Et la force vers c en chaque point de la trajectoire. Donc, on a x l'espace, t le temps, v la vitesse et y la force. Ensuite, Varignon se propose de regarder ce qui se passe dans un instant. Alors, dans un instant, on aura l'espace parcouru comme d'une vitesse uniforme à chaque instant. Donc, il appelle l'espace parcouru comme d'une vitesse uniforme v, dx. Donc déjà, il n'est plus question d'une vitesse variée comme on veut, mais d'une vitesse qui est comme uniforme. dv pour l'accroissement de vitesse qui s'y fait, et ddx pour ce qui se parcourt d'espace en vertu de l'accroissement de vitesse. Donc, on a la vitesse se transforme de v en v plus dv. Conformément aux règles du calcul leibnizien, on peut négliger le dv, mais il introduit quand même l'espace que le corps sur sa trajectoire rectiligne aurait parcouru dans ce temps dt et il le nomme ddx. Donc il introduit bien un infiniment petit du second ordre. Puis, il formule une première règle, et cette première règle s'écrit, bon, je n'ai même pas besoin de l'écrire au tableau, cette première règle, vous la connaissez très bien, s'écrit V est égal à dx sur dt, ce qui, évidemment, nous rappelle notre définition de vitesse, et puisque, dit-il, la vitesse ne consiste que dans un rapport d'espace parcouru d'un mouvement uniforme au temps employé à le parcourir. Donc, il suppose que dans un petit intervalle de temps dt, la vitesse peut être considérée comme constante, et donc on se retrouve dans une situation galiléenne, et donc on peut écrire ds est égal à v dt, enfin dx est égal à v dt, et donc en transposant, on a la vitesse v est égal à dx dt. Blais reconnaît dans cette expression v est égal à dx sur dt
une définition de la vitesse. Mahoney, par exemple, remarque immédiatement que pour Varignon, cette vitesse était donnée. Et tout ce qu'on peut définir, c'est éventuellement le chemin que parcourt le corps sur sa trajectoire rectiligne, ds ou dx est égal à v dt. Bon, poursuivant la lecture du mémoire, Varignon déduit de v est égal à dx sur dt en appliquant les règles du calcul différentiel et en considérant toujours l'instant dt comme constant. Donc le ddt est égal à 0. Il en déduit dv, donc la différentielle de la vitesse, est égal à ddx sur dt. Donc on utilise tout simplement, on applique la règle du calcul leibnizien au quotient dx sur dt en posant ddt égal à 0. Donc ce dv est égal à ddx sur dt exprime l'accroissement ou la variation de la vitesse pendant un instant dt. La deuxième règle générale mise en place par Varignon tient compte de cette variation et de l'accroissement de la distance qui en résulte. Et donc, en vertu à nouveau de la loi de Galilée, il dit ddx est égal à y dt carré. C'est tout simplement ce qu'il appelait l'hypothèse de Galilée, c'est-à-dire les espaces parcourus par un corps mu d'une force constante et continuellement appliquée, tel qu'on conçoit d'ordinaire la pesanteur, donc analogie avec la pesanteur, étant en raison composée de cette force et des carrés des temps employés à les parcourir, c'est tout simplement la loi de Galilée. Donc on peut écrire que ddx doit être égal à y dt au carré, où y est égal à ddx sur dt au carré égal à dv sur dt, ce que Blais interprète comme la définition de la force, y est égal à dv sur dt. Donc la force ici est donc considérée comme proportionnelle à la variation de vitesse à chaque instant et non plus proportionnelle à la vitesse elle-même, comme c'est souvent le cas chez Varignon et notamment dans sa statique. Donc on a bien obtenu la deuxième règle 2 à partir de la première règle par les lois du calcul différentiel. Ce que Blais veut dire quand il parle d'algorithmisation, c'est-à-dire on peut déduire la force accélératrice de la vitesse en dérivant tout simplement. Bon, Varignon développe ensuite plusieurs exemples que Blais recalcule, etc. Et dans le second mémoire lu en 1700, Varignon formule les mêmes règles dans le cas un peu plus compliqué d'une trajectoire curviligne. Donc le corps qui est attiré par une force centrale vers un centre C ne se meut plus dans une trajectoire rectiligne, mais dans une trajectoire curviligne et par analogie avec le cas c'est un cas un peu plus compliqué, mais il obtient des règles équivalentes. Et donc, plusieurs remarques. Donc, c'est effectivement c'est ces deux règles générales qui, chez Blais, disent tout ce que doit apporter la généralisation et l'algorithmisation. C'est ça le noyau de son raisonnement. Alors, première remarque, est-ce que Varignon a probablement une autre intention que de définir la vitesse et la force instantanée? Ce n'était pas ça son but. Puisqu'il avait, dès 1692, il avait publié un mémoire qui avait le même objectif, mais il n'utilisait pas le calcul différentiel. Il voulait tout simplement trouver des relations entre espace, temps, vitesse et espace. C'était ça qu'il voulait. Donc, Mahoney déjà met donc en cause lui aussi que la vitesse pour lui est première, donc n'est pas dérivée comme le veut Blais en regardant les formules de Varignon. Seconde remarque donc, que je viens de faire sur le programme. Et dernière remarque qui est la plus importante, et là je vais revenir à Ulrich Ayten, il y a une ambiguïté sous-jacente à ces deux règles générales formulées par Varignon.
ambiguïté signalée par Ayton dès les années 1960 et sur lesquelles il est revenu tout au long de sa vie et dont il a affiné la compréhension. On peut se demander que signifie chez Varignon un instant. Donc, parce que c'est très important, Varignon il se demande qu'est-ce qui se passe en un instant. Donc, que signifie cette formulation de Varignon un instant? Comment rendre mathématiquement cette notion? Donc, on a deux possibilités. Si l'instant est comme un point par rapport à une ligne, alors le changement de vitesse sera continu. Il sera pas, la vitesse variera en chaque point, puisque l'instant est comme un point par rapport à la ligne, donc on a variation de la vitesse en chaque point. Mais si l'instant est un intervalle de temps indéfiniment petit, comme c'est souvent le cas chez Varignon, le changement n'est plus continu. On n'est plus dans le cas d'une force constante et continuellement appliquée. Donc, au contraire, on a alors une petite suite de mouvements uniformes interrompus par des changements soudains. Donc, cette différence a des conséquences relativement importantes sur le traitement de l'accélération dans les éléments de la courbe. Donc, considérer comme uniforme la vitesse d'un corps pendant chaque instant de son mouvement, comme Varignon le fait, revient à assimiler ce que l'Hôpital et les Leibniziens font, à assimiler la courbe à un polygone infinitangle et à considérer qu'à chaque sommet de ce polygone, la force agit instantanément et pousse le corps le long de l'arête de ce polygone qu'il parcourt en un instant. Le mouvement n'y est donc pas accéléré, hein, et il est sur ces petits segments du polygone, le mouvement est uniforme, il n'est pas accéléré. Donc c'est une conséquence implicite des manipulations mathématiques conduisant à l'expression de dV. Or, dans le calcul de la force Y, et j'ai insisté là-dessus, Varignon suppose une force constante et continuellement appliquée pendant l'instant dt. Donc, constante et continuellement appliquée, ça veut dire qu'elle n'est pas appliquée seulement au début de l'instant dt, mais elle l'est tout le temps. Donc, l'espace parcouru grâce à l'accroissement de vitesse acquis à la fin de cet intervalle de temps ne sera plus ddx, comme Varignon l'a prétendu, mais un demi ddx. On est encore dans la loi de Galilée. Donc, il y a ici une ambiguïté, et que Blais note d'ailleurs, mais qu'il minimise en l'expliquant par le plaisir que prenait Varignon à faire tourner le nouveau calcul. Or, on trouve dans les écrits de Varignon d'autres exemples où Varignon tombe exactement dans cette même erreur. Ainsi, par exemple, la correspondance entre Leibniz et Varignon, il y a toute une discussion où Varignon prétend avoir trouvé une erreur d'un demi, justement ce fameux facteur 1,5, dans l'évaluation de la force centrifuge par Huygens. Et il fait exactement la même erreur, il a ces deux modèles qu'il mélange, et Leibniz a eu beaucoup de mal à convaincre Varignon de ne pas publier ce qu'il considérait être une erreur de Huygens. Dans la correspondance avec Jean Bernoulli, il y a plein d'autres moments où il fait exactement cette même erreur. Donc ce n'est pas seulement le calcul marche bien, je l'applique, etc. Non, c'est une erreur conceptuelle qui se reproduit dès qu'on a cette situation et qui est liée à ces deux modèles différents qu'on peut déduire de ces deux compréhensions différentes de ce qu'est un instant. Et c'est justement Eric Ayton qui a clairement montré qu'on peut représenter la force de deux manières. Dans le premier modèle, qui est d'ailleurs aussi celui de Newton, lorsqu'il essaye de démontrer la loi des airs, on considère la force comme une suite d'impulsions discrètes et infinitésimaux. Dans ce cas, la trajectoire d'un corps est contrainte de décrire sous l'effet de cette force, la trajectoire qu'un corps est contraint de décrire sous l'effet de cette force
doit être considéré comme un polygone à une infinité de côtés infinitésimaux. Dans la deuxième représentation où la force est continue, donc constante et continuellement appliquée, dans ce cas, la trajectoire consistera en une suite d'arcs infinitésimaux, des petits arcs paraboliques. Ces deux modèles amènent au bon résultat, mais il ne faut pas les mélanger. Quand on choisit le premier modèle, il faut être consistant. Quand on choisit le deuxième, pareillement. Or, Varignon oui, on est à la fin. Or, Varignon a très souvent mélangé ces deux modèles. Donc, voilà ce que je voulais montrer. Donc, je voulais vous montrer le cœur de l'argumentation de Blé qui amène à une réhabilitation de Varignon qui donc aurait modifié profondément ce qu'était la mécanique analytique à l'époque. Et dans le livre de Blé, il calcule les exemples de Varignon, il y a beaucoup de choses. Mais le cœur de l'argumentation, il est là. Et aussi les remarques qu'on peut faire et qu'on ne trouve pas dans le livre de Blé. Bon, je ne vais pas vous, puisqu'on n'est plus qu'à 5 minutes, je ne vais pas vous parler de Bertoloni Meli et de Guicciardini, qui eux aussi se concentrent exclusivement sur ces quelques mémoires de dynamique et donnent une appréciation de Varignon qui est relativement équilibrée. Ils tiennent aussi compte de ce qu'une traduction n'est pas simplement une translation d'un langage newtonien, géométrique newtonien, vers un autre analytique leibnizien, mais que ça entraîne des changements conceptuels beaucoup plus profonds. Et leurs jugements sont relativement équilibrés, mais je vais venir immédiatement à ce qui m'a conduit à préparer cet exposé pour aujourd'hui, c'est-à-dire le livre de J.B., je ne sais pas quel est son prénom, Schenck, Before Voltaire. Donc, ce livre qui est apparu en 2018 et qui est un livre assez étrange. Donc, la question qu'il dit être au fondement de son ouvrage est la suivante. Comment se fait-il qu'un livre obscur, aussi obscur que les Principia de Newton, ait pu être considéré comme révolutionnaire? Comment se fait-il? Dans son livre précédent, The Newton Wars, donc très sévèrement critiqué par Feingold, mais aussi par d'autres, et aussi par des historiens, a fourni une réponse pour l'époque voltairienne. C'est la faute à Voltaire, en gros. Dans Before Voltaire, c'est pour ça que il intitule son ouvrage Before Voltaire, il se propose d'en étudier la première réception, de reconstruire les premières lectures des Principia en France. D'ailleurs, il suppose sans preuve qu'à l'Académie, on a lu Newton dès sa parution. Il prétend que l'hôpital a lu Newton. Je vous rappelle que à la fin des années 90, il ignorait ce qu'était une force centrale, puisque Jean Bernoulli lui avait posé un problème sur une force centrale et l'hôpital lui a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. Bon, donc ce Schenck, il caractérise son programme. Bon, il y a toujours beaucoup de mots. Son programme de généalogique et d'historiciste, on pourrait dire émique, à mon avis, il ne devait pas connaître ce terme, sinon il aurait pu aussi parler de émique, puisque ce qu'il veut mener comme recherche, c'est de savoir comment les savants du XVIIIe siècle ont interprété Newton et pourquoi leur interprétation a changé au cours du temps. C'est un livre extrêmement agressif, plein de morgue, critiquant tous les historiens qui l'ont précédé, comme les Coéré, les Cohen, qui auraient fondé leurs études newtoniennes sur les récits des philosophes des Lumières, en particulier Voltaire à nouveau et Lagrange, mais il n'en cite pas un seul. Je pense qu'il pense surtout à Voltaire. Il se moque de Hall et de Cohen, qui voient en Newton le père de la physique mathématique moderne et qui considèrent que le développement de cette science après 1700 se résume à la réception des Principia. Alors, il se révolte, lui, contre tout ça, et il dit, en même temps, donc il met Varignon et sa nouvelle théorie du mouvement, il la place au centre de son histoire. En même temps, il dit,
restreindre le contenu mathématique à son strict minimum, puisqu'il n'est pas mathématicien, il n'a pas lu les mémoires de Varignon, et en même temps, c'est lui qui place au centre de sa lecture de Newton, qui place au centre de son histoire. Et je vous lis sa conclusion, enfin une de ses conclusions. Ça ne vaut pas la peine d'en parler longuement à part ça, donc je peux rapidement conclure. Donc, son innovation consiste, selon Schank, à intégrer une compréhension mécanique de la nature composée des forces dans les corps en mouvement avec les méthodes mathématiques extrêmement novatrices du calcul différentiel qui avaient seulement été introduites en France quelques années auparavant. La nouvelle science qui en a résulté a été la première formulation de ce que nous appelons aujourd'hui la mécanique analytique, la science à partir de laquelle la physique mathématique du XVIIIe siècle a été construite. Pour assurer le pédigré newtonien de la mécanique analytique, les historiens ont transformé Varignon en un simple traducteur qui est dit avoir transféré le travail supposément révolutionnaire de Newton dans les Principia dans quelque chose d'acceptable et de communicable aux savants européens. Il cite la conclusion de Blay que je vous ai donnée tout à l'heure et il prend comme point de départ de son livre le rejet de cette conception du travail de Varignon comme simple traduction, qui doit être une interprétation dans le langage de Christine d'éthique. Probablement, cette interprétation, voir en Varignon un simple traducteur, est sans doute un récit éthique, et lui, il veut un récit émique, qu'il dit biographique, et qui doit faire apparaître, donc c'est ça qui me fait dire que c'est émique, il doit faire apparaître la mécanique analytique comme la création individuelle d'un mathématicien inspiré, Pierre Varignon. Donc, exit Newton et Varignon à l'origine de la mécanique analytique science française constituée vers 1715. Donc, bon, il y a énormément d'erreurs dans ce livre. Bon, je ne vais pas en parler parce que ça m'agace trop. Il y a énormément d'erreurs factuelles dans ce livre. Par exemple, il dit être le seul à attirer l'attention sur Malebranche et son rôle dans l'introduction du calcul infinitésimal, alors que c'est partout, depuis Robinet et Costabel, c'est partout. Visiblement, il ne les a pas lus puisqu'il lit à peine le français et l'allemand. Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, j'ai noté un certain nombre d'erreurs, mais peu importe, vous pouvez me croire. Et donc, je voulais, en guise de conclusion, essayer de réfléchir à la question qui nous a été posée et à donc, la réévaluation de Varignon d'un mathématicien de second rang, éjecté du panthéon des mathématiciens, à une figure importante, tout près de détrôner Newton dans la constitution de la mécanique analytique. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un résultat d'histoire des mathématiques? Je dois dire que je ne suis pas la seule à avoir appelé à l'appel de Feingold. Michel Blay lui-même a publié dans ISIS, dans le tout dernier numéro d'ISIS, un compte-rendu du livre de Schank qu'il dit excellent, puisqu'il repose sur son travail à lui, et donc il ne l'a clairement pas lu. Enfin, donc c'est un résultat qui commence à être accepté par certains membres, au moins, de la communauté des historiens des mathématiques. Et donc, il me semble que c'est important de s'interroger qu'est-ce qu'un résultat en histoire des mathématiques. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Sa contribution est effectivement à réévaluer. C'est vrai que je pense que les Costabel étaient sans doute un peu, les Bossu et les Montucla étaient sans doute un peu trop sévères avec ce pauvre Varignon qui a apporté beaucoup de choses, mais c'est aussi l'historiographie des mathématiques qui a complètement changé. On s'intéresse beaucoup moins aujourd'hui aux résultats mathématiques eux-mêmes, mais davantage à la fabrique des mathématiques, donc à ces acteurs tant individuels qu'institutionnels, à tous les acteurs des petites mains, à ce qu'on avait l'habitude de considérer comme des héros, des génies, etc. Bon, tous ont contribué à façonner les mathématiques et on tient compte de ça aujourd'hui en écrivant l'histoire des mathématiques. Et donc ce changement doit bénéficier à Varignon, il n'y a pas de problème. Et donc, bon, il y a aussi
aussi eu tous les travaux sur les traductions qui montrent que le travail de traduction est un véritable travail savant. On sait aussi qu'il n'y a pas que Varignon qui, en lisant Newton, utilisait le calcul leibnizien. Jean Bernoulli témoigne à un moment, par exemple, qu'il est incapable de lire une démonstration de Newton et qu'il ne lit que l'énoncé et après il essaye de démontrer par ses propres moyens les théorèmes de Newton. Donc il fait la même chose que Varignon, même s'il ne l'a pas publié sous la forme qui a attiré l'attention de Michel Blais. Donc en se focalisant sur un tout petit ensemble de mémoires sans tenir compte de toute l'œuvre de Varignon, on a pu réhabiliter Varignon. Alors, si Blais, dans une certaine mesure, est resté relativement nuancé, ses successeurs qui ne connaissent pas le contexte français, qui ne lisent pas le français, qui ne lisent pas Varignon, font un pas plus loin et qui effectivement explosent Newton au profit de Varignon. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces récits? Qu'est-ce qu'on fait du récit de Fleckenstein, qui connaissait l'ensemble de l'œuvre et qui caractérisait l'époque comme une époque des épigones, et ailleurs, jusqu'à Schank, qui considère que la mécanique analytique est une science française née en 1715, dans justement cette période des épigones. Donc, réévaluer ou interpréter le travail d'un mathématicien comme Varignon revient aussi à réinterpréter et réévaluer tout le contexte. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas que réinterpréter l'apport d'un personnage, mais c'est aussi le situer dans tout un contexte. Et ça nous ramène à, est-ce que c'est un résultat en histoire des mathématiques? Ça nous ramène aussi à comment se démontre ce résultat. Et en ce qui concerne Schank, même s'il est accepté par les membres importants et très visibles de notre communauté, en partie en tout cas, il faut aussi regarder quels sont les outils de sa démonstration. Et là, j'aimerais finir cet exposé trop long et un peu interrompu par un plaidoyer en faveur d'une érudition solide qui, tout en tenant compte des courants historiographiques récents qui peuvent et qui le font enrichir notre connaissance de l'histoire des mathématiques, ne néglige pas pour autant de lire aussi les écrits mathématiques mêmes. Et je pense que c'est une bonne fin, même si je n'ai pas tout dit de ce que je voulais dire, comme d'habitude. Je vous remercie.